Bienvenue sur le podcast d'Antibes Jean Lépin. La série Au cœur de l'action vous propose de vous informer autrement sur l'actualité de votre ville. Réélu maire d'Antibes Jean Lépin, Jean Leonetti nous parle de ses nouvelles ambitions pour sa ville. Bonjour Jean Leonetti. Bonjour. Vous avez été réélu avec 66% des voix. C'est votre meilleur score depuis que vous vous présentez à des municipales. Vous attendiez un tel résultat ? Non, on ne s'attendait pas à un tel résultat. On a toujours l'espérance de gagner, c'est sûr. On avait plutôt un bon bilan. On avait un projet qui était fédérateur et qui rassemblait l'ensemble des Antibois et des Jeunets. Mais c'est une agréable surprise de constater le chiffre. Donc, c'est un chiffre qui, à la fois, fait plaisir, mais en même temps, oblige. Quand on a la confiance de 2 Antibois et Jeunets sur 3, ça veut dire qu'il faut être à la hauteur. Donc, on a bien regardé notre programme et on va essayer de faire le mieux possible pour le mettre en place. Quel premier dossier alors vous allez ouvrir ? Alors, le premier dossier, c'est effectivement un dossier très structurant, comme on dit, et en même temps très populaire. Voilà. Quelle ville on veut dans 10 ans, dans 15 ans ? On a déjà fait un travail sur Antibes 2040 et il faut toujours avoir une vision de prospective dans une ville pour ne pas avoir le nez dans le guidon. Et là, je voudrais qu'il y ait un vaste débat. Généralement, un plan local d'urbanisme, il y a un débat. Il est réduit à la portion congrue. Il y a une réunion, les gens viennent sur un cahier, marquer ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ne veulent pas. Là, je voudrais qu'ils nous disent exactement si l'orientation que l'on prend, ils jugent qu'elle est bonne. D'abord, on va continuer à construire. Voilà, c'est comme ça. On va continuer à construire, d'une part parce qu'on a beaucoup d'espace à bâtir. Voilà, c'est une chance et une difficulté. Et puis, on a 1000 à 1500 personnes qui viennent travailler soit dans le tourisme, soit plus encore dans Sophia Antipolis, et qui sont des jeunes couples généralement et qui ont besoin de s'installer dans la ville. Après, comment on construit ? C'est plus intéressant. Comment on construit ? Quelles exigences on prend pour pas faire des maisons qui sont face à face, des buildings qui sont avec des tours de béton. Comment faire que la nature s'implique dans la ville ? Donc, on va proposer un plan local d'urbanisme beaucoup plus vert, beaucoup plus restrictif, beaucoup plus exigeant en termes d'environnement. Je veux que la population s'empare de ce sujet, qu'elle se l'approprie et qu'ils sachent bien, quartier par quartier, ce qui va se passer. Donc, il y a des endroits, si on construit aux Trois-Moulins, ça ne va pas changer la vie des gens. Mais est-ce qu'on doit faire muter tel quartier comme les Terriers, par exemple, qui est un quartier à la fois avec des espaces de hangars, des espaces économiques, quelques habitations. Dans quel sens il faut aller ? Moi, je pense qu'il faut poser et se dire, quand on va le faire, et ça on va le faire pour des années. Vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire ? L'idée qui est la mienne, que je soumettrai bien sûr à nos concitoyens, c'est je voudrais que chaque quartier soit un village. Voilà. Quand je vais à Saint-Même, quand je vais aux Eucalyptus, je suis dans un village. Quand je vais au Safranier, je suis dans un village. Quand je vais à la Fontonne, je suis dans un village. Donc, quand je vais à la Croix-Rouge, je commence à avoir une ambiance de village. Donc, quand je vais au Samboul, je suis dans un village. Et pourtant, je suis dans la ville d'Antibes Jean Lépin. Comment essayer de faire en sorte que je sois à 10 minutes d'un commerce de proximité, d'un espace de fraîcheur d'un jardin, d'une place publique dans laquelle je rencontre les gens, d'un espace dans lequel des associations s'approprient le lieu et le font vivre. Donc, je suis persuadé que cet état d'esprit est un état d'esprit qui apaise une ville, qui, très paradoxalement, est un des moyens les plus puissants de lutte contre l'insécurité et contre la délinquance. Donc, quand on rentre dans Antibes, parce que c'est l'histoire des horticulteurs qui ont vendu leur terrain et qui sont avec des petites copropriétés, je suis persuadé qu'on doit pouvoir avoir cet état d'esprit. Après, on le décline par quartier. Et on verra comment, dans chaque quartier, les habitants s'approprient cette idée
Oui, on va construire avec du béton, hein, je veux dire, on ne va pas construire avec du torchis ou avec de la paille, mais comment faire pour que les gens qui vont vivre là ne soient pas uniquement dans un espace dortoir, un quartier dortoir, qui ait une vie, et comment faire en sorte que leur vie soit agréable. Donc cette prospective-là, qui est une prospective de confiance et d'espérance, c'est le premier grand dossier, et je vais m'y atteler très personnellement. Cette ville des 10 minutes ou du quart d'heure, c'est un concept qui est piqué aux grandes métropoles, mais qui est un peu désincarné. Est-ce que l'âme d'un quartier, elle vient pas plutôt de l'énergie des gens qui y vivent? Comment vous allez réussir à faire surgir ça? Pour faire surgir ça, il y a deux éléments. D'abord, il faut du commerce. Voilà. S'il n'y a pas de commerce, si les gens ne se rencontrent pas sur la petite place, sur le petit espace, un qui vient d'acheter son pain, l'autre qui va chez le boucher, le troisième qui est allé acheter des fleurs ou un cadeau pour les enfants. Si on n'a pas ça, on n'a pas une vie citoyenne homogène, voilà, et fluide. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'on est riche des associations. Quand vous avez une association, je prends la Croix-Rouge, vous avez une association de jeunes qui travaillent sur l'art urbain, à quelques mètres, vous avez une association bouliste extrêmement dynamique, eh bien voilà, les deux, ils font vivre l'endroit. Au milieu, il y a un petit espace public, il y a une salle associative dans laquelle les gens peuvent se réunir et qui donne de la vie. Et qui donne de la vie, je dirais, de bénévoles, de gens qui vont dans le cadre de l'association. Donc, et qui vont occuper l'espace. Occuper l'espace avec des animations qui sont des animations qu'on pourrait qualifier de citoyennes, associatives, commerçantes, ludiques, faire une fête dans chaque quartier. On a commencé à le faire et ça fonctionne. Ça donne une identité. Mais moi, je suis pour ces identités heureuses, ces identités dans lesquelles on dit bonjour, moi je suis d'Antibes, Jean Lépin. Et puis, tu habites où ? Moi, j'habite la vieille ville. Moi, j'habite Jean-les-Pins. Moi, j'habite tel endroit. Et de donner une identité à chaque endroit. Non pas une identité internationale. On l'a déjà, cette identité. Une identité locale, voilà. Qui fait que on est dans la ville dans laquelle il fait bon vivre. Quand vous parlez des quartiers à aménager, on conçoit que vous allez construire le quartier finalement autour de ces lieux de rencontre et d'échange. Mais dans les quartiers qui sont déjà bâtis et qui n'en bénéficient pas, comment est-ce que vous pouvez intervenir ? Il n'y en a pas beaucoup, parce qu'en réalité, c'est la partie, entre guillemets, Croix-Rouge. Cette partie Croix-Rouge, elle a déjà une vie, il faut la renforcer. L'endroit où il n'y a rien aujourd'hui, ou en tout cas il n'y a pas d'homogénéité, c'est les terriers. Mais tous les autres quartiers, ils ont déjà une forme d'identité. Et dans l'urbanisme que l'on va construire aux différents endroits, ou compléter aux différents endroits, il faut connaître cette préoccupation. À 10 minutes de l'espace vert, à 10 minutes du commerce, à 10 minutes d'une vie associative qui occupe l'espace, à 10 minutes d'un jardin d'enfants. Tous ces éléments-là sont des éléments qui font qu'on a un lien intergénérationnel qui se fait, j'allais dire, presque tout seul. Donc, moi, j'ai pas envie d'avoir une très belle vieille ville, qui est très belle et qu'on va continuer à embellir, une très belle promenade à Juan-les-Pins, des beaux remparts, et puis tout le reste, on rentre et on dort. Non, on rentre et on vit. Toutes les notions d'urbanisme que vous aviez établies lors du dernier PLU, avec certaines hauteurs, certains espacements entre les immeubles, la rue, etc., tout ça, vous allez encore le revoir et l'améliorer encore ? En tout cas, les orientations, elles sont bonnes. Voilà, mettre une maison à 6 mètres d'une rue et mettre un espace vert entre la rue ou la route et le lotissement, c'est une bonne idée. Limiter la hauteur, c'est un débat. Certaines personnes, au nom de l'écologie, disent plus on fait de la hauteur, moins on occupe l'espace. Et donc, on grignote pas, on tartine pas de la construction partout, puisqu'on peut dégager plus d'espace vert. Moi, je crois qu'il faut trouver le juste milieu. On l'a peut-être trouvé. C'est pas plus de 4 étages. Le 4e est en retrait. Donc, ça donne pas une impression de bâtiment massif quand on les voit du trottoir ou de la route.
Néanmoins, je pense qu'on doit continuer à avoir un recul significatif par rapport à la route. D'abord parce que c'est une nuisance, la route. Il y a des voitures qui passent, qui font du bruit, il y a des motos, par rapport à celui qui y habite. Mais ça donne une impression générale d'une ville qui est arborée. On ne le sait pas, mais plus de 50% de l'espace d'Antibes-Juan-les-Pins est arboré. Plus de 50% de l'espace. Donc il faut continuer dans ce sens et faire en sorte qu'on ait une ville. On a planté 2500 arbres dans le mandat précédent, on s'est fixé la barre à 3500. On a 3 grands parcs qu'on va mettre en place, en plus des jardins qu'on va continuer à développer. Cette respiration urbaine végétalisée, c'est une des réalités de la ville d'Antibes. Quand les gens rentrent dans la ville d'Antibes, de temps en temps, qu'ils ne connaissent pas bien, ils ont l'impression qu'ils sont dans une ville de 30 000, 40 000 habitants. Ils ne savent pas qu'on est dans une ville de 100 000 habitants en permanence et de 80 000 habitants officiellement. Donc, faisons en sorte qu'on continue à avoir l'esprit village, mais l'esprit village planétaire. On a Sophia Antipolis, on a le premier port européen d'Europe, on a une activité touristique dynamique. Donc, c'est le village planétaire. Finalement, ce que vous nous dites, c'est que le PLU, ce n'est pas un document d'urbanisme indigeste, mais que c'est une façon pour les Antibois et les Juanais de s'approprier leur quotidien, en fait, oui. Leur façon de vivre. Exactement. Dans leur ville. Comment en sortant de chez eux, qu'est-ce qu'ils veulent voir, ouais. Voilà. Il y a toujours les mêmes situations. Je veux habiter d'abord, et c'est un problème, le logement à Antibes. Et donc, on va avoir quelques mesures qui vont améliorer cette situation. Après, c'est comment je me déplace, parce que je n'ai pas le travail ou l'école juste en bas de ma porte. Et comment je fais en sorte que dans chaque endroit, on se sente chez soi. Se sentir chez soi. Ça ne veut pas dire que je déteste celui qui est à côté. Mais voilà, les Antibois et les Juanais, ils ont vraiment l'impression qu'ils sont Antibois et Juanais et que leur ville a une particularité. Cette particularité, c'est la qualité de la vie. Cette qualité de la vie, à mon avis, par le PLU, on peut le préserver. Et le PLU, c'est pas uniquement vous êtes en zone U, vous êtes en zone N, vous êtes en UBC, etc. C'est qu'est-ce que vous voulez voir dans ce quartier, comment vous voulez le voir se développer. Et ça n'est pas on touche à rien et on arrête tout, parce que ça serait une aberration et une insulte à l'avenir et aux gens qui viennent s'implanter chez nous. Mais ça n'est pas non plus, il y a une loi SRU, on va continuer à faire un permis de construire à côté de l'autre et on va donner une impression que la ville se durcit dans son aspect et dans sa vie quotidienne. Marin-d'Alacan, c'est un bon exemple de ce que vous voulez faire ? Marin-d'Alacan, c'est du centre-ville. Donc, mais regardez, on a fait la concertation. Au départ, on part sur un plan d'urbanisme qui est de qualité. Et les habitants, ils disent, on veut des jardins. Voilà, et on fait le jardin d'Éden. Et puis, on veut des jardins et on fait un jardin place des Martyrs. Donc, les gens, ils disent, nous, on voudrait que la hauteur soit pas plus de cela sauf pour le cinéma et on l'adopte. Donc et aujourd'hui Marin-d'Alacan, qui c'est qui conteste Marin-d'Alacan ? Il y a quelques nostalgiques qui disent c'était mieux avant, mais franchement personne ne pense que c'était mieux avant. C'est comme les remparts. Alors on a toujours des difficultés à faire les choses. Les remparts, il y a eu une levée de boucliers, des pétitions, il ne fallait pas les restaurer et surtout il ne fallait pas les piétoniser. Eh bien, la piétonisation, elle a apporté quelque chose de très significatif. Aujourd'hui, si vous baladez sur les remparts, il n'y a pas beaucoup de gens qui vous rencontrez qui vous disent il ne fallait pas le faire. Ils disent pourquoi vous avez autant attendu pour le faire. Mais acceptons aussi que les choses doivent se faire avec une forme de lenteur qui est imposée par la concertation. On ne va pas faire les choses du jour au lendemain sans que la population se soit approprié le projet. Et je pense que dans cette campagne, j'ai ressenti que le projet qu'on présentait, les gens y adhéraient. C'était leur ville qu'on était en train de décliner, aussi bien sur Juan-les-Pins avec le renouveau, aussi bien sur le centre-ville avec la rénovation et l'authenticité qui s'y attache, autant pour les quartiers avec l'animation que l'on veut et qu'on arrive à y mettre. Donc voilà, il y a un projet. Pour moi, il est validé.
mais dans les détails, il n'est pas validé. D'accord. Et comme dans le projet, il y a une concertation, un dialogue, une démocratie vivante et forte, c'est à mon avis la chose que l'on va le plus observer. On a pris l'engagement de concerter, de dialoguer. D'accord. Finalement, ce qu'ont dit les réseaux sociaux ou ce que pouvaient laisser entendre les réseaux sociaux, c'était pas ce que les Antibois pensaient. Les réseaux sociaux, c'est comme les pétitions. Vous avez une vingtaine de personnes qui font signer une centaine de personnes. Vous avez l'impression que c'est l'opinion. Si j'avais suivi les pétitions, on n'aurait jamais piétonnisé la vieille ville et on n'aurait pas fait restaurer les remparts. Donc il y a quand même quelques petits éléments qui montrent que quand on va au contact des habitants, on a une adhésion au projet ou un rejet du projet. S'il y a un rejet total du projet, il ne faut pas le faire. Peut-être c'est trop tôt et peut-être il ne faut pas le faire du tout. Voilà. Accepter un peu d'humilité. Donc il y a à la fois la validation d'un projet global tel que nous l'avons présenté aux citoyens, parce qu'il y a au moins 2 habitants sur 3 qui valident par l'élection. Mais cette démocratie représentative, elle doit s'alimenter, s'enrichir en permanence d'une démocratie participative qui vient et qui gère les détails. Marennes-Lacan, je l'avais dans le projet, dans le dernier mandat. Et pourtant, on l'a changé. On n'a pas changé l'idée qu'il fallait refaire ce cœur de ville, mais on a changé les points que les citoyens ont soulevés et qui aujourd'hui fait que c'est une réussite consensuelle sans avoir altéré le projet. Sur les combes aussi, vous avez amendé le projet en cours de route. Oui, sur les combes, on a commencé par se poser la question de se dire comment on fait l'espace vert par rapport au bâti. Et puis, il s'est dégagé assez rapidement qu'il y avait un espace vert qui devait être beaucoup plus fort. Donc, on a mis 1/3 de construction sur l'endroit qui devait être construit. Et 50% de l'espace, on en a fait 1,5 hectare de forêt urbaine. Et puis, petit à petit, on a continué. On a dit, il ne faudrait pas un service public. Même idée. Des centralités, trouver des centralités. Eh bien, ce qui était apparent et évident, c'est que toute la population de Sophia Antipolis que j'évoquais tout à l'heure, ils viennent et ils ont des enfants en bas âge et ils ont des nouveau-nés. Et donc, il fallait faire une crèche. Et donc, on a fait une crèche et elle est ouverte depuis quelques semaines et quelques mois et on constate qu'elle se fait à la satisfaction de la population. Mais quand vous avez, par exemple, aux Combes, un quartier en devenir et qu'on commence par y dire il y a un parking parce qu'il faut un parking de délestage, puis ensuite on met un espace vert, et puis ensuite à côté on met un jardin d'enfants, puis à côté on met une crèche, et puis on commence à réfléchir maintenant à dire et comment on pourrait animer cet espace avec peut-être une brasserie qui ferait que les gens s'y retrouveraient. On commence à créer le quartier et il se crée dans le mouvement. Il ne se crée pas sur un papier en disant demain matin on va construire ça. Il se fait petit à petit en concertation avec la population. C'est vous qui concevez avec la population, on l'a bien compris, l'Antibes de demain qui a déjà commencé. Mais est-ce que vous avez la vision, est-ce que vous appuyez sur un architecte ou quelqu'un, un urbaniste qui vous aide à concevoir? Parce que c'est un métier aussi et qui permet une harmonisation de la ville finalement, qui n'est pas de cassure d'un quartier à l'autre. On a une contrainte et un avantage, c'est d'avoir des avis d'architectes et bâtiments de France sur une très grande partie de la ville, puisque la plus grande partie de la ville est soumise à leur avis. Donc on travaille avec eux, on travaille aussi avec des organisations d'architectes, mais je veux que ce PLU, ce soit une concertation entre des experts qui disent voilà qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le faire. La faisabilité. L'administration qui dit là il n'y a pas de réseau d'assainissement, il faudra faire un réseau d'assainissement. Et puis la population qui vient et qu'on éclaire. C'est un peu la démarche qu'on fait au quotidien avec les réunions de quartier. Les réunions de quartier, ça étonne une partie de l'opposition qui le proposait. Réunions de quartier, on oublie qu'ils ont un budget, les conseils de quartier. Et que ce budget, c'est eux qui le décident. Et que la hiérarchie des travaux de proximité qui sont décidés dans la ville, c'est le conseil de quartier qui le vote. Et qui a un budget pour le mettre en œuvre.
Et d'ailleurs, à cette occasion, je pense qu'il faut élargir leurs compétences au conseil des quartiers et faire en sorte qu'ils aient plus de moyens et des compétences élargies. Les routes, par exemple. Les routes, on concerte très peu sur les routes dans les quartiers. Je pense que les modes de déplacement et les routes, ça doit rentrer dans le conseil de quartier et on va doubler leur budget pour justement leur permettre d'avoir un impact décisionnel sur non seulement quelle animation on fait, quel trottoir on refait, quel éclairage on renforce, mais aussi comment on se déplace à l'intérieur de ce quartier. Et comme on a le plan local d'urbanisme en perspective, eh ben, on va mettre dans cette année 27, dans tous les quartiers, la concertation sur comment vous voyez l'évolution de votre quartier. Ça, c'est le cœur de votre nouveau mandat. Oui, parce que je pense que ça, c'est un facteur de confiance énorme. Voilà. Il y a un autre domaine où vous avez besoin de la confiance de vos administrés, c'est la sécurité. Et récemment, vous avez ouvert 2 postes de proximité de police municipale, un à Guilmer et l'autre sur le parking Courbet à Juan-les-Pins, derrière la gare. Est-ce que ça signifie qu'on revient à une police de proximité et que les Antibois et les Juanais vont voir plus de bleu dans leur rue ? Oui, alors, il y a 2 choses. La première qu'il faut rappeler, c'est que la sécurité d'une ville et la tranquillité publique est une compétence partagée. Voilà. Elle est partagée avec les services de la police nationale sur Antibes. Et donc, c'est la caractéristique d'Antibes, qui est soulignée par tous les préfets, tous les commissaires de police, c'est qu'on a une quasi-fusion de nos effectifs. Donc, je ne veux pas une police municipale aux ordres du maire comme une garde prétorienne. Je veux armée ou désarmée d'ailleurs. Oui, armée ou désarmée. Moi, je pense qu'il faut qu'elle soit armée et qu'il faut qu'elle soit mobilisable à chaque instant par la police nationale. Et donc, c'est un des éléments de l'efficacité et de la baisse de la délinquance sur Antibes, c'est que le commissaire de police, il a une centaine d'agents supplémentaires qu'il peut utiliser sur un contrôle routier, sur une opération nocturne, sur une fermeture, sur un événement. C'est un élément fort de cohésion. Le deuxième élément, c'est que la police municipale toute seule, elle a relativement peu de pouvoir. Je pense que le Parlement va faire en sorte qu'il en ait un peu plus. Quand vous pensez qu'il ne peut pas vérifier si la voiture qu'il arrête, c'est une voiture qui est volée ou pas. Enfin, c'est ridicule. Voilà. Donc, dans cette compétence partagée, donner plus de moyens à la police municipale, c'est important. Ensuite, il faut qu'elle soit visible. Le bleu dissuade. Et le bleu, avec une brigade cynophile, avec des chiens, dissuade encore plus. C'est la raison pour laquelle on va augmenter les patrouilles de police, en particulier en soirée, et en particulier avec la brigade canine. Je pense que c'est un élément qui elle n'empêche pas la grande délinquance, je veux dire, mais elle empêche les incivilités, elle empêche ce sentiment d'insécurité qui est réel, mais qui est à un niveau que l'on peut gérer. Donc, un groupe fait du bruit, un groupe invective, un groupe squatte un espace, insulte, la police municipale peut agir là. Et finalement, quand on regarde ce qu'on peut reprocher aux incivilités et à la délinquance sur Antibes, c'est ça. Il n'y a pas... c'est une ville qui a un tiers de moins de délinquance que les villes de même strate. La ville de même strate de la Côte d'Azur. Donc, ça veut dire qu'on a plutôt réussi dans ce domaine. On a réussi à empêcher, par de l'urbanisme, un quartier sensible. Un quartier sensible, c'est un quartier dans lequel on ne pénètre pas la nuit, quand même. Bon, il y en a partout. Et nous, on n'en a pas. Alors qu'on a une ville de 80 000 habitants. On n'en a pas parce que, justement, on a développé chaque fois, on parle des Samboules, Samboul, à un moment donné, était prêt à basculer dans une forme d'insécurité. On a travaillé à la fois dans la prévention, en s'occupant des jeunes, on a travaillé avec l'autorité et l'aide de la police nationale
pour nettoyer les espaces qui étaient des espaces de délinquance ou de trafic de drogue. Et puis, on a construit une organisation spatiale urbaine qui ne favorise pas la violence ou le quartier défavorisé. Je passe du bleu au vert. Vous avez réalisé 25 jardins, nouveaux jardins lors du dernier mandat. Vous vous arrêtez là, vous continuez. Quels sont les grands projets en matière d'environnement ? D'abord, on avait dit qu'on en ferait 20, on en a fait 25, donc c'est toujours mieux d'être allé un peu au-delà. Donc oui, non seulement il y aura plus de jardins, mais jardins d'enfants, jardins partagés, jardins loisirs, jardins de fraîcheur urbaine, simple, mais on va faire 3 grands parcs. Des parcs qui vont faire 6 hectares. Il y a un parc qui, à mon avis, est très intéressant. C'est le parc qu'on va appeler Antipolis. C'est l'ancien camping Antipolis. Pourquoi on a racheté le camping Antipolis ? Non pas pour faire plaisir au camping Antipolis, mais parce qu'on est en zone rouge. On ne peut plus mettre un camping à cet endroit-là. Zone rouge inondable. Bien, dans cette zone rouge inondable, hier on travaillait sur la biodiversité. Il y a des espèces qui se réapproprient le lieu, qui reviennent, des espèces qu'on ne voyait plus, des oiseaux migrateurs qui viennent s'installer dans ces zones humides qui sont les zones de bord de Brague. Donc il y a là un beau projet à faire. Et comme on a fait Posidonia sur les espaces marins et sous-marins, on doit faire un espace là qui est un espace pédagogique pour les enfants, avec un itinéraire bien balisé, et avec la possibilité d'avoir une nature protégée malgré l'apport de la population. Regardez, autour du Fort Carré, on a fait une promenade, mais il y a des barrières, on ne peut pas pénétrer dans la densité. Pourquoi ? Parce qu'il y a des animaux à cet endroit-là qu'il faut protéger. La couleuvre de Montpellier, elle est encore au Fort Carré. Bon, que personne ne s'inquiète, la couleuvre de Montpellier n'a jamais tué personne. Et puis en même temps, elle reste dans son espace protégé. Et puis il y a aussi des oiseaux qui sont là aussi à la fois migrants et permanents. Et il y a même des chouettes qui reviennent et qui ont été photographiées. Donc à voir dans la ville, on a fait un atlas de la biodiversité. Maintenant, il faut le faire vivre. Et il faut l'observer, et il faut avoir la pédagogie. Et cette renaturalisation de la Brague, c'est un des projets phares de la ville d'Antibes. En tout cas, aujourd'hui, c'est acheté, et dans 2 ans, 3 ans, on ouvrira l'espace au public avec cette pédagogie de la biodiversité. Donc, il y a celui-là, il y a bien sûr le parc des Combes, c'est le 2e, et puis il y a le... Parc des Combes, c'est pour quand qu'on met un petit calendrier dans la tête ? Le parc des Combes, c'est 2 ans. Voilà. D'accord. Voilà, celui-là, il va être plus rapide que les autres puisque l'acquisition est faite et on a commencé à planter les arbres. Il va se faire de manière progressive. Et puis, bien sûr, on a les Châtaigniers, qui est un parc urbain. Je répète que dans ce parc, on achète les maisons à ceux qui veulent les vendre. C'est un endroit dans lequel il y a quand même eu des inondations. On rachète, et quand on rachète les maisons, on les démolit et on met un espace vert. Et donc là, ça va prendre un peu plus de temps pour le compléter largement, mais dans les 3-4 ans qui viennent, on aura un parc dans la ville. Vous avez une idée de la superficie qu'il pourra atteindre Il atteindra 1,5 hectare. D'accord. Donc, au contact de la ville, en plein cœur de la ville, avoir un espace arboré ouvert au public, ça sera un élément supplémentaire. Sur vos précédents mandats, on parlait régulièrement des grands projets. Le prochain à aboutir, c'est le stade nautique, qui sera livré quand, le stade nautique ? Le stade nautique, il est livré premier semestre 2027, donc c'est là. Avec un beau projet. En gros, dans 1 an. C'est un projet phare, parce que c'est un projet mixte. D'abord, c'est un projet qui vient compléter les 2 bassins de 50 mètres olympiques qui sont en extérieur. On met des bassins intérieurs, on met des bassins intérieurs pour les enfants, on met des bassins intérieurs aussi pour la compétition. Les 25 mètres, ça fait aussi partie des compétitions. Et puis, on a une partie, je dirais, plus commerciale, qui est qu'on aura à l'étage
un restaurant et un fitness, avec une vue imprenable sur le port d'Antibes, sur la mer, qui viendra à la fois agrémenter cet espace et qui viendra aussi le cofinancer, puisque on a un peu une stratégie de cofinancement privé-public. Et là, la location des espaces publics vont entraîner une baisse du prix du stade nautique. Stade nautique, c'est un déficit annuel de 1,5 million. Donc, si on peut l'atténuer, c'est bien pour les Antibois. Sur ce nouveau mandat, vous avez d'autres projets d'équipement public nouveaux ? On a des projets d'équipement surtout sportifs, puisque on va livrer la salle de tennis de table. On a un projet sur des gymnases, mais dans l'orientation budgétaire qu'on a donnée, on va s'atteler, plutôt que de faire de nouveaux espaces, à réhabiliter et à reconstruire les espaces existants, que ce soit la criée florale dans le quartier Est, ou bien les espaces aux eucalyptus, dans lesquels il faut refaire les vestiaires. Donc on a un projet de réhabilitation forte, orienté sur nos écoles et nos équipements sportifs. J'avais aussi noté qu'Antibes est une ville où on allait apprendre à danser. Alors oui, danse, c'est un petit projet, parce que ça concernera bien sûr qu'une partie de la population. Mais sur l'espace Bunoz, on a un projet qui est un peu équivalent à l'espace des Combes. Bien sûr, il y aura un jour de la construction, mais c'est surtout de la construction pour les étudiants. On est sur un espace sport-culture. Donc, des étudiants vont pouvoir y vivre de manière harmonieuse. Et puis, ils sont sur le trajet du bus tram gratuit qui les amène généralement à l'université qui est à Sophia Antipolis. Donc, le logement serait orienté vers les étudiants. Et puis, on va y mettre des équipements sportifs. Et un des équipements sportifs qui nous manque, entre guillemets, c'est une salle de danse. On a un conservatoire de musique et d'art dramatique. Ça devrait être un conservatoire, ça sera un conservatoire de musique, d'art dramatique et de danse. Quand on vous écoute parler, Jean Leonetti, on sent une sérénité, une confiance en l'avenir. Vous ne jouez pas beaucoup avec les peurs des habitants, notamment en matière de sécurité. Vous êtes le dernier bastion d'une droite sociale dans ce département ? Je ne sais pas si je suis une droite sociale. Je suis bien persuadé que dans toutes les dérives, on utilise toujours les mauvais arguments. Le mauvais argument dans une société, c'est la peur. Agiter la peur qui est irrationnelle, c'est toujours l'étape préalable à une violence compensatrice. Donc je pense qu'il faut utiliser bien sûr une violence proportionnée vis-à-vis de la violence qu'on ressent, mais que ce n'est pas la peine d'agiter les peurs pour donner des sentiments d'insécurité qui n'existent pas. En revanche, il faut de manière très pragmatique et très ferme s'attaquer aux sources de violence. Et la source de violence, ce n'est pas uniquement la délinquance, c'est aussi la délinquance routière qui tue chaque année. C'est aussi des établissements dans lesquels les normes de sécurité ne sont pas respectées et qu'on a fermés sans pitié, sans crainte et sans haine lors de la dernière saison estivale. Et je continuerai à être d'une extrême sévérité dans ce domaine. Pas de laxisme. Mais après, est-ce que quand on a une ville comme la nôtre, qui est belle, quand on a Sophia Antipolis, première technopole européenne, premier port européen de plaisance avec le port Vauban, est-ce qu'on a le droit d'accepter que certaines personnes soient dans la grande difficulté ? Ben moi, je pense que non. Voilà. On ne peut avoir de la fermeté que si on a de l'humanité. Et donc, oui, les enfants qui sont en difficulté, ils payent leur repas de cantine à 1 €. Et le vieillard qui est seul chez lui, il a un repas qu'on lui porte à domicile à moins de 2 €. Cette marque-là de solidarité, elle est l'équilibre nécessaire pour faire en sorte qu'on avance ensemble. Donc oui, on est
on est républicain non pas au sens d'un parti politique, on est républicain au sens de l'équilibre nécessaire entre la fermeté de l'autorité qui doit s'imposer, parce que s'il n'y a pas d'autorité, c'est les plus faibles qui en pâtissent. Et puis le deuxième, c'est être solidaire de la vulnérabilité. Et donc, bien sûr, on s'adresse plutôt aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes dépendantes, avec une force sur la ville accessible, puisqu'on a aujourd'hui un programme de ville accessible pour les personnes en situation de handicap, et qui, à mon avis, doit être les éléments privilégiés. Vous avez remarqué que les personnes en situation de handicap, c'est jamais dans un programme électoral. Nous, on a une adjointe au handicap et on a recruté, si le terme n'est pas choquant, un homme qui a subi un handicap et qui va nous aider à mettre en place, c'est Benoît Warnery, qui va nous aider à mettre en place la ville accessible à tous. Voilà. Parce que le handiplage, le sport pour les personnes handicapées, la culture accessible aux personnes en situation de handicap, c'est la marque d'une humanité incontournable. Celui qui fait pas ça, une ville qui fait pas ça quand on en a les moyens, je la considérerais comme coupable. Et puis c'est Jean Leonetti, le médecin aussi, qui veut aider les aidants. Alors, aider les aidants, c'est un problème de société sur le plan national. Vous avez 800 000 personnes dans ce pays, et ça va augmenter, qui sont atteintes de maladie d'Alzheimer. Ce que tout le monde redoute. Et quand ils sont en maintien à domicile, ils ont auprès d'eux, généralement un conjoint. Et ce conjoint passe sa vie, ou le reste de sa vie, à s'occuper de la personne vulnérable, dépendante. Il faut les aider. Il faut les aider pour deux raisons. La première, c'est une raison d'humanité. Comment ne pas aider quelqu'un qui est seul, généralement âgé, et qui porte tout le poids de la fragilité de la personne qu'elle aime. Le deuxième, je vais peut-être être choquant, mais c'est le problème de rentabilité. Si vous voulez que ces gens continuent à aider les personnes vulnérables, il faut de temps en temps leur permettre de souffler. Et donc, souffler, ça peut sans être... culpabiliser. Sans culpabiliser. Souffler, c'est leur dire, amenez votre conjoint, amenez votre compagnon dans nos centres d'action sociale. Une après-midi, on va faire de l'animation, on va s'occuper de lui. Et vous aurez le temps, bien sûr, d'aller chez le docteur et de faire une démarche administrative. Mais prenez aussi le temps d'aller au cinéma. Ne soyez pas culpabilisés par le fait que vous ne soyez pas 24 heures sur 24 auprès de la personne vulnérable. Et puis, on est allé un peu plus loin, et Jacques Jante a fait une proposition qu'on met en place. C'est, mon fils habite à Montpellier, et je ne peux pas aller le voir parce que je ne peux pas laisser mon compagnon avec une maladie d'Alzheimer à la maison. Eh bien, à la maison, quelqu'un vient pendant 48 heures et vous permet de vous déplacer pour un loisir, une rencontre familiale, un déplacement obligatoire. Donc cet élément-là est en train de se mettre en place. Aujourd'hui, il fonctionne sur des durées courtes, mais on va l'augmenter pour en faire des durées qui peuvent aller jusqu'à la semaine. Donc là aussi, ne soyez pas coupable parce que vous abandonnez chez lui la personne vulnérable. S'il y a quelqu'un qui vient, qui vit et qui se relaie auprès de lui et qui dort la nuit dans la maison, c'est aussi un élément de liberté. Aider les aidants, protéger ceux qui nous protègent, c'est la police. Aider les aidants, c'est nos citoyens qui portent quelquefois des poids qu'on n'imagine pas parce qu'ils ne quittent pas d'une semelle la personne qui est dépendante. Vous allez parler aux Antibois par l'intermédiaire des outils de la démocratie de proximité, mais vous allez continuer à leur parler aussi une fois par mois. Vous leur donnez un rendez-vous dans ce podcast le premier samedi du mois. Alors au mois prochain. Merci beaucoup. Au cœur de l'action, c'est un podcast d'Antibes Juan Lépin. Réalisation Jean-François Diaz, au micro Florence Bellon.